et bienvenue. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée mondiale de l'eau qui coïncide le 22 mars de chaque année. Et à cette occasion, nous avons le plaisir d'accueillir notre expert environnemental et professeur en écologie marine à l'INSMAL, Monsieur Samir Krimas. Bienvenue, monsieur. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Aujourd'hui, on est là pour discuter tout ce qui concerne l'eau, la préservation de l'eau et même les dangers qui menacent les écosystèmes aquatiques. Et on a quelques questions à vous poser. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions à cette occasion. Merci, monsieur. Et donc, la première question que je vous pose, c'est quels sont les facteurs qui contribuent à la raréfaction de l'eau potable à l'échelle nationale et mondiale et quelles sont les conséquences de cette épurerie? D'abord, je vous remercie pour le choix de ce thème. C'est vrai que ça coïncide avec le 22 mars. Il se trouve que cette semaine, il y a un groupe de représentants d'une centaine de pays au niveau des Nations Unies, donc à New York, qui sont en train de discuter de la pénurie de l'eau et de la crise qui semblerait être imminente par rapport à l'eau. Et voilà, c'est un sujet d'une brûlante actualité, si je peux me permettre l'expression. Après, quels sont les facteurs ou les raisons profondes qui contribuent à la raréfaction de l'eau? Ben, il y en a plusieurs. Un, c'est évidemment le changement climatique qui est en train de s'accélérer et de s'emballer avec un réchauffement climatique qui va au-delà de ce que les experts avaient prédit, avec des séquences de sécheresse qu'on voit un peu partout dans le monde, avec une perturbation du climat, avec des anomalies thermiques, aussi bien dans le système atmosphérique que dans le système hydrosphère. L'augmentation de la population mondiale qui a fait exploser la demande mondiale en eau. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, l'agriculture au niveau mondial consomme en moyenne autour de 72-73%. C'est pratiquement la même moyenne au niveau national. Ensuite, on a l'industrie et puis la ville, voilà, la consommation urbaine ou humaine. Voilà, donc toute cette conjugaison de facteurs fait qu'aujourd'hui, en plus la diminution des précipitations, bien entendu, qui a accompagné, qui est un des effets, une des manifestations des changements climatiques. Il faut dire par exemple qu'en Algérie, sur les 50 dernières années, on a le régime pluviométrique de l'ouest du pays qui a diminué de 30%. En Méditerranée, par exemple, la diminution de la précipitation, notamment dans le sous-bassin est de la Méditerranée, sur la même période, les 50 dernières années, il y a une augmentation de l'évaporation de l'eau de 30% aussi. Voilà, donc tout ce faisceau de raisons font qu'aujourd'hui, on a une véritable pénurie d'eau. Beaucoup de pays qui étaient dans une situation d'aisance hydrique se retrouvent soit dans une situation de stress hydrique ou dans une situation de stress, de très fort stress hydrique. Donc je pense en particulier aux pays africains, la région du Sahel et malheureusement un certain nombre de scénarios du groupe des Nations Unies des experts sur le changement climatique prédisent pour l'Afrique du Nord un futur qui n'est pas très réduisant en matière de disponibilité et d'accès, enfin de disponibilité de l'eau. Voilà. Et quelles sont les conséquences de cette pénurie, surtout à l'échelle régionale ici en Algérie? Et les conséquences, d'abord, la perturbation du système climatique mondial et la perturbation du système météoclimatique au niveau international et au niveau régional en Méditerranée impactent directement l'Algérie parce que nous nous trouvons à cheval entre, on va dire, entre deux grandes entités bioclimatiques ou climatiques, l'espace euro-méditerranéen avec l'Afrique du Nord, et en même temps, on est adossé à la région Afrique du Nord, Sahel, nord de l'Afrique. Donc voilà, on est dans une fenêtre qui croise les deux grands sous-systèmes climatiques au niveau régional, et que toutes les modifications du système climatique ou météoclimatique ou météo-océanique, pardon, vont impacter l'Algérie forcément. Et ça a déjà commencé avec un certain nombre de manifestations du climat par rapport aux précipitations, à la sécheresse et désertification, certaines inondations. Donc oui, aujourd'hui, il y a une diminution des apports en eau, heureusement. D'ailleurs que l'Algérie a un peu anticipé par rapport à tout cela avec le recours à des eaux non conventionnelles, mais j'imagine qu'on va en parler de ça. Merci pour votre réponse. La deuxième question, c'est quels sont les principaux types de pollution marine que l'on retrouve en Méditerranée? Oui, alors on retrouve quasiment toutes les formes de pollution marine qui sont rencontrées ailleurs dans le monde, on les retrouve en Méditerranée. On retrouve les pollutions qui sont dues à l'industrie, donc la pollution industrielle avec
des pollutions de type métallique, métaux lourds, mercure, plomb, cadmium, zinc, métaux lourds ou métaux traces dans certaines situations aussi. On retrouve la pollution par les hydrocarbures. Vous savez que la Méditerranée est une zone de transit des hydrocarbures. Et il y a probablement 30% du trafic des hydrocarbures mondial qui passe par la Méditerranée. Donc oui, il y a des pollutions par les hydrocarbures. On retrouve aussi en Méditerranée des pollutions de type eutrophisation avec l'activité humaine, les rejets des eaux usées domestiques et le lessivage des bassins versants et des terres agricoles littorales. Donc on va retrouver forcément les éléments de type engrais azotés, tout ce qui est phosphate, nitrate. Donc tout ça est lessivé par les eaux de pluie, les eaux de ruissellement et ça retrouve dans les oueds, ça retrouve dans les lacs, ça se retrouve en mer. Voilà, donc on a la pollution industrielle au sens large du terme, la pollution par les hydrocarbures qui est due soit aux activités humaines, soit aux accidents pétroliers en mer. C'est majoritairement l'effet anthropique de l'homme. C'est forcément l'effet anthropique de l'homme, bien sûr. C'est quasiment toute la pollution marine provient des activités telluriques. Il y a aujourd'hui très peu d'activités offshore qui rejettent des pollutions en mer. Ce sont essentiellement des activités qui se trouvent à terre, donc au niveau du continent, au niveau des communes littorales, sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Après, attention, il y a de nouvelles formes de pollution, les pollutions biologiques, type les espèces introduites, invasives, qui viennent des régions indo-pacifiques, par exemple. Il y a un certain nombre d'espèces qui sont toxiques, notamment des espèces phytoplanctoniques qui sont responsables des phénomènes d'eau colorée. Et on considère que ces eaux colorées sont favorisées par le réchauffement climatique aussi. Voilà, donc, et puis aujourd'hui, on a une pollution nouvelle, la pollution électronique. Oui. Voilà, donc on a aujourd'hui quand même une diversification des sources, des types de pollution dans la région méditerranéenne, en rappelant bien entendu que la Méditerranée est une mer semi-fermée. Et donc, à l'évidence, je ne dois pas oublier la pollution par le plastique, qu'il s'agisse du macro ou du microplastique. Maintenant, il existe des écosystèmes absolument. Dans ces déchets plastiques. Des îlots plastiques, bon, pas en Méditerranée, heureusement, mais cette pollution par le plastique, et notamment le microplastique et le nanoplastique, qui est un véritable enjeu environnemental. C'est un contaminant. C'est non seulement une matière inorganique polluante, mais c'est aussi un vecteur de pollution. Le microplastique devient lui-même un vecteur de pollution, de toute forme de pollution, notamment la pollution métallique et parfois des toxicités qui sont dues à des éléments qui s'absorbent sur le plastique. Donc oui, aujourd'hui, il y a une multiplication des formes de pollution, heureusement, que dans le cadre de la Convention de Barcelone, mais dans le cadre aussi des réglementations nationales, y compris en Algérie, il y a des dispositions et des mesures qui sont prises pour essayer en tout cas d'endiguer et d'atténuer les sources de pollution et les effets de la pollution en mer. Et pensez-vous que cette pollution de la Méditerranée, notamment en Algérie, sur le littoral algérien, est causée par le manque de sensibilisation des citoyens? Ou bien c'est juste un facteur? Non, nécessairement. Vous savez, vous prenez les meilleurs dispositifs juridiques et réglementaires possibles. Vous mettez en place aussi les outils du traitement, les stations d'épuration, les stations de relevage. Vous mettez en place la réglementation pour le contrôle. Mais après, si les acteurs de la société au sens large du terme, quand je dis acteurs de la société, le citoyen lambda, le commerçant, celui qui fréquente la plage, l'opérateur économique, l'industriel, s'il n'y a pas suffisamment de sensibilité écologique, donc il n'y aura pas forcément un esprit de responsabilité écologique. Donc oui, malheureusement, il y a encore de nombreux comportements individuels et parfois semi-collectifs au niveau d'entreprises qui continuent encore à être une source de dégradation pour l'écosystème maritime national ou méditerranéen. Ce ne sont pas des comportements spécifiques à une région, mais ça existe partout en Méditerranée. Même pour les stations d'épuration non fonctionnelles. Alors là, c'est un autre registre. Il ne suffit pas d'avoir une politique environnementale, une politique de traitement de l'eau, par exemple. Il ne suffit pas de mobiliser les financements pour mettre en place des infrastructures type station d'épuration, par exemple. Il est important de s'assurer que les conditions nécessaires pour le fonctionnement optimal de ces infrastructures qui coûtent extrêmement cher, qu'elles fonctionnent normalement. Il est inacceptable qu'une station d'épuration ait un taux épuratoire de 30%.
il n'est pas normal qu'une station qui a été dimensionnée pour un certain volume de traitement d'équivalent habitant par jour fonctionne à 50% de ce volume. Donc, d'abord, c'est une perte de la dépense, enfin, c'est un gaspillage de la dépense publique, mais c'est surtout une empreinte écologique qui n'est pas prise en charge, alors que l'État, on va dire, ou s'il s'agit d'un programme méditerranéen, les gouvernements ont pris les décisions, les dispositions qu'il faut, mais après, sur le plan opérationnel, ça ne suit pas. Et ça, c'est le problème. Donc oui, la responsabilité écologique est au titre individuel, mais elle est aussi au titre de ce qu'on appelle les établissements classés. Donc les gestionnaires de ces infrastructures doivent être bien formés, bien outillés, bien équipés, bien organisés pour optimiser ces infrastructures environnementales. Oui. Et voilà, par la suite, quel est votre avis en ce qui concerne la stratégie de distribution de l'eau potable en Algérie? Alors, je n'ai pas une connaissance très précise. Ce que je sais, c'est que l'État, le gouvernement, le ministère chargé de l'eau en Algérie, donc le ministère des Ressources en eau, a un programme ambitieux depuis au moins une trentaine d'années. Un programme qui s'articule autour de la mobilisation, c'est-à-dire l'augmentation des capacités de mobilisation de l'eau, ça veut dire la construction de barrages et leur entretien forcément. Alors cette deuxième partie, je ne sais pas si elle est optimisée ou pas. Je sais qu'il y a un effort exceptionnel qui a été fait pour construire les barrages. Est-ce que le même effort a suivi pour l'entretien de ces barrages et de maintenir leur capacité nominale théorique? Ça, je ne suis pas certain. Ensuite, dans cette stratégie aussi, il y a le raccordement de la population au réseau d'eau potable et je pense que l'Algérie est un des pays africains qui a réalisé au cours de ces 2 dernières décennies une avancée spectaculaire en matière de raccordement de la population, qu'il s'agisse de la population urbaine ou de la population rurale. Donc, c'est une véritable préoccupation des structures de l'État à ce que la population accède à l'eau, à une eau potable de bonne qualité et à un prix qui est, il faut le dire aussi, qui est subventionné par l'État. À côté de cela, l'État se dirige aujourd'hui, il se dirige depuis quelques années maintenant vers les sources d'eau non conventionnelles, donc dessalement de l'eau de mer, réutilisation des eaux usées traitées. Voilà, donc il y a tout un bouquet de mesures et d'actions qui sont décidées par le gouvernement dans le cadre de la stratégie nationale de l'eau. Après, je pense qu'il nous reste encore beaucoup d'efforts à accomplir sur la réduction des pertes dans les réseaux parce que nous ne sommes pas dans les standards internationaux là-dessus. C'est un problème. C'est un problème qui est compliqué parfois parce que certains réseaux sont très anciens. Dans les tissus urbains, c'est difficile d'y accéder, c'est difficile de faire de la maintenance, mais en tout cas, c'est une problématique qu'il faut vraiment prendre en charge. Et après, le gaspillage. Voilà, ça c'est... Vous avez tout à l'heure posé la question sur Comment chaque citoyen contribue à cette pénurie. Voilà, le citoyen est un acteur majeur parce que si le citoyen n'a pas les réflexes nécessaires pour dépenser de manière raisonnable l'eau, de manière économique, le citoyen au sens large, le citoyen à la maison, le citoyen au travail, le citoyen agriculteur, le citoyen touriste, le citoyen dans l'usine, le citoyen tout simplement en tant qu'acteur au quotidien, en contact avec l'eau pour les besoins quotidiens. Ben, si ce citoyen n'est pas éco-responsable sur la question de l'eau, ça peut compromettre la politique nationale de l'eau aussi. Et parlons du dessalement, monsieur. Pensez-vous que le dessalement d'eau de mer serait suffisant pour lutter contre cette pénurie? En tout cas, c'est un choix nécessaire. C'est un choix indispensable quand on voit aujourd'hui qu'un certain nombre de pays européens, avec des épisodes de sécheresse qu'il y a eu en Europe récemment, on voit un certain nombre de pays en Europe donc, qui se posaient la question de manière très sérieuse au niveau institutionnel, au niveau gouvernance nationale, s'il n'était pas nécessaire ou pertinent d'aller vers le dessalement de l'eau de mer. Donc, on se dit que l'Algérie, en optant pour le dessalement de l'eau de mer, a anticipé sur tout ça, et tant mieux. Oui, le dessalement est vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes à peu près à 17% de la consommation d'eau potable qui vient du dessalement de l'eau de mer. Selon les prévisions, en tout cas, les projections du secteur de l'eau en Algérie, on devrait se situer autour de 50-60% à l'horizon 2030. Moi, je dis si on est à 40-45%, c'est une belle performance. Déjà, c'est énorme. Voilà. Oui, c'est une véritable alternative. Maintenant, si en plus de ça, à côté, on arrive à augmenter la réutilisation des eaux usées traitées, si on arrive à l'horizon à 2030 à réutiliser dans différents secteurs, agriculture, industrie, tourisme, ville, hygiène publique, si on arrive à utiliser jusqu'à 30, 40, 50% des eaux usées traitées, là, je pense qu'on est dans l'efficacité en termes d'action publique sur
sur l'économie de l'eau, sur la sécurité hydrique du pays. Oui. Et non, le dessalement d'eau de mer n'aurait pas d'effet sur les écosystèmes aquatiques. Il n'existe aucune activité qui a des rejets en mer qui n'a pas d'impact sur l'écosystème marin. Cela n'existe pas. Toutefois, pour atténuer un petit peu de ce que je viens de dire, selon un certain nombre d'éléments qui sont affichés en tout cas, le dessalement par la technique de l'osmose inverse serait moins nocif. En tout cas, son impact négatif serait maîtrisé sur une échelle réduite. Bon, pour cela, encore une fois, je le dis sur la base d'éléments théoriques. Au niveau de l'École nationale supérieure de sciences de la mer et de l'aménagement du littoral, nous sommes en discussion, nous avons un certain nombre de conventions, soit réalisées, soit en cours de réalisation avec un certain nombre de stations de dessalement de l'eau de mer. Je pense à celle de Foucault, je pense à celle de Benissaf par exemple. Nous discutons avec les gestionnaires pour monter des projets de recherche conjoints qui nous permettraient justement de suivre cette empreinte écologique de dessalement de l'eau de mer. Voilà. Mais après, encore une fois, par rapport à la sécurité hydrique, parfois, dans certaines situations, on accepte une certaine facture environnementale par rapport à la nécessité impérieuse d'alimenter la population en eau potable de manière relativement régulière, avec une eau de bonne qualité, et encore une fois accessible à un bon prix. Voilà, parfois c'est difficile à dire pour quelqu'un qui est dans l'écologie marine, c'est difficile à dire pour quelqu'un qui est un militant convaincu de l'action environnementale et climatique. Mais oui, parfois c'est nécessaire. Après, maintenant, il faudra peut-être aussi prendre les mesures en amont, pendant l'étude d'impact sur l'environnement, de la station de dessalement, le choix des sites pour la faisabilité des stations de dessalement, les mesures d'accompagnement en termes de suivi, surveillance par la suite, une veille écologique au niveau des stations de dessalement, des mesures de compensation par rapport aux activités qui pourraient éventuellement être endommagées ou en tout cas affectées par le dessalement de l'eau de mer. Voilà, il y a toute une manière de réduire et d'atténuer ces effets qui, pour l'instant en tout cas, ne sont pas extraordinaires sur la côte algérienne. Voilà. Et enfin, monsieur, d'ici 10 ans, croyez-vous qu'on aura résolu cette crise d'eau ou sera-t-elle davantage accentuée? En tout cas, si on se fie aux discussions actuelles qu'il y a à New York, je disais tout à l'heure, il y a les représentants d'une centaine de pays. Et si on se fie aux déclarations des Nations Unies aujourd'hui, c'est pas par rapport à l'Algérie, c'est pas par rapport à l'Afrique, mais c'est par rapport au niveau mondial. Donc, il semblerait qu'on s'achemine vers une crise hydrique. Et si on rajoute cela par rapport aux conclusions du rapport du GIEC, et notamment celui qui est destiné aux décideurs, on s'acheminerait vers une situation inédite pour l'humanité, avec une équation difficile à résoudre, la population qui augmente dans certaines régions de façon exponentielle, la désertification et le changement climatique, les épisodes de sécheresse qui deviennent récurrents, les anomalies thermiques qui sont parfois très intenses avec des écarts assez importants, une demande industrielle et agronomique qui explose. Donc tout ça fait que, et une disponibilité de l'eau, j'ai failli dire naturellement rare. Voilà, donc c'est une équation à plusieurs variables qui est compliquée, qui est complexe, mais dont il faut tenir compte. Donc si on projette tout ça sur l'avenir, forcément, on imagine, en tout cas si on reste sur un scénario tendanciel, j'imagine que la situation par rapport au stress hydrique va s'aggraver. Maintenant, ça dépendra des pays. Est-ce qu'ils ont la capacité d'anticiper sur tout cela et de prendre les mesures adéquates par anticipation et d'augmenter notamment l'éco-responsabilité dans tous les segments de la société, la formation des acteurs qui sont au contact de l'eau, la formation des gestionnaires de toutes les ressources, de toutes les activités qui sont en lien soit avec la production, soit avec la consommation de la ressource en eau. Voilà, des partenariats scientifiques, des partenariats technologiques, l'innovation, la recherche par exemple en agriculture, des variétés, des espèces qui sont moins consommatrices d'eau. Voilà, il y a plein de possibilités aujourd'hui pour anticiper, 2, s'adapter et 3, augmenter sa résilience par rapport au stress hydrique. Et je pense qu'en Algérie, ce sujet, d'ailleurs, je me réjouis qu'au cours de cette dernière année, je veux dire au cours de ces 6 derniers mois, il y a un pôle d'excellence sur le dessalement de l'eau de mer qui a été créé à l'initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il y a un pôle d'excellence
sur la réutilisation des eaux usées qui est domiciliée au niveau de l'École supérieure des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral, encore une fois à l'initiative du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Donc ces pôles, ce sont des pôles d'excellence scientifique, mais qui intègrent des opérateurs et des acteurs économiques et sociaux de l'eau. Donc voilà, la volonté, il y a comment dirais-je, le programme d'urgence du gouvernement par rapport au dessalement de l'eau de mer. Donc il me semble qu'il y a aujourd'hui des actions concrètes qui sont prises au niveau politique, au niveau scientifique et au niveau économique qui sont rassurants pour l'avenir de l'Algérie. Mais il faut rester vigilant parce qu'on n'est pas à l'abri d'une crise subite de l'eau. Oui. Au nom du club scientifique et culturel Ocean, je tiens à remercier Monsieur Grimas pour vos idées et vos réflexions. C'était très intéressant, monsieur. Et je suis sûre que notre audience va apprécier cette conversation. Merci, monsieur. Merci à vous.